Lorsque j'étais au primaire, j'étais un jeune sensible, je pleurais souvent, j'écrivais des poèmes. Donc, ça faisait de moi quelqu'un de différent. Un ex-intimidé et ex-intimidateur livre un message d'espoir. Plusieurs personnes ont été vivement secouées par l'histoire de Marjorie Raymond, cette jeune fille de 15 ans, victime d'intimidation qui s'est suicidée dernièrement. On reçoit aujourd'hui Samuel Bricot, qui a vécu de près l'intimidation dès le primaire et qui s'est aussi trouvé de l'autre côté en tant qu'intimidateur au secondaire et qui aujourd'hui, à l'âge de 21 ans, donne des conférences, écrit des livres et transmet un message bien clair aux jeunes. Bonjour Samuel. Bonjour. Bienvenue à C'est ça la vie. Merci, je suis content d'être ici. Toi, Samuel, l'intimidation, là, tu en connais la recette. Tout à fait. Comme je dis dans mes conférences, moi, lorsque j'étais au primaire, j'étais un jeune sensible, je pleurais souvent, j'écrivais des poèmes. Donc, ça faisait de moi quelqu'un de différent. Et ça, c'est la recette que je viens de vous donner pour vous faire intimider, pour qu'il y ait un mouvement de masse contre vous. Je pense, selon moi, que c'est être différent. Toi, tu l'as vécu, ça. Il y a eu un mouvement de masse contre toi. Tu as vécu l'intimidation quotidiennement. Je dirais que j'avais même peur de me rendre à l'école. C'était devenu chaotique. Mes parents ne savaient plus quoi faire. On avait appelé l'école. Le directeur ne savait pas où se mettre là-dedans. Et les professeurs non plus. Et moi, lorsque j'étais intimidée, normalement, je réagissais très fortement. C'est-à-dire que je pouvais parfois me battre ou je pouvais vraiment pleurer très longtemps. Et je crois que c'est ce que les élèves aimaient, me voir réagir fortement. Alors, je pense que je contribuais à me faire intimider tout ça par mes réactions excessives. Cela dit, bon, on ne veut jamais se faire intimider, on ne souhaite pas ça. Et c'est ce que j'essaie de démontrer dans mes conférences, que autant la personne qui intimide que celui qui est intimidé, les deux ont... l'intimidateur a une raison pour intimider et je pense que c'est la raison qu'il faut trouver pourquoi cette personne-là intimide. Donc, de intimider quand tu étais enfant, tu es passé à intimidateur à l'adolescence. Tout à fait. Et ce glissement-là, il ne se fait pas en quelques jours, là. Non. Ça prend plusieurs années. Comment elle s'est faite, cette transition-là? Bien, je vous dirais, c'est vraiment à la fin de la 6e année. Là, j'ai terminé ma 6e année, je m'en allais au secondaire, je changeais complètement de milieu. Et comme je dis dans mes conférences aux élèves, je me suis demandé comment je vais faire pour devenir populaire. J'avais pas l'intention de revivre ce que j'avais vécu au primaire. Et je savais que c'était pas avec mes livres ou avec mes poèmes qu'au secondaire, dans une grosse polyvalente, je pourrais être accepté. Donc, je me suis posé la question et la réponse qui m'est venue, c'est de faire des conneries et d'écœurer les autres personnes. Je me disais que si, c'est comme ça qu'on devenait populaire, je les avais vus aller les autres et ça a fonctionné. Tu connaissais la recette. Exactement. Là, et je savais comment les faire rire, les autres élèves et tout ça. Je ne dis pas que c'est une science absolue. Pour moi, par contre, c'est comme ça que c'est arrivé et je pense qu'il y en a d'autres que c'est comme ça que ça arrive. Bon, ils se font intimider d'abord et ensuite, quand ils font la transition secondaire, ils disent non, plus jamais. Si on revenait à quand tu étais dans la peau de la personne qui était intimidée, c'est terrible vivre ça. Oui. Hein? C'est terrible. Et tu en es allé... tu l'as vécu jusqu'à vouloir même t'enlever la vie. Oui. En 2e année, le directeur de l'école m'a surpris en train de faire les plans de mon futur suicide. Je ne dis pas que j'allais passer à l'acte ni rien, mais c'était quelque chose à laquelle je pensais. Je crois qu'il avait d'ailleurs trouvé un poème là, qui expliquait ça, ou un écrit du moins. Mais c'est parce que j'avais vraiment peur et là, je me disais que je ne voyais plus de solution. Je crois que lorsqu'on est intimidé, en tout cas pour ma part, on ne voit plus les solutions, on ne voit plus les portes qui sont ouvertes et on ressent une certaine honte. Moi, j'avais l'impression que c'était de ma faute. Je me sentais différent et je ne savais pas comment combattre cette différence-là. Alors, je me suis mis des masques au secondaire. Et plus on se met de masques, moins on se retrouve soi-même. Donc, quand j'étais intimidée, j'étais pas content d'être moi-même. Alors là, j'ai changé de comportement totalement. C'est sûr que la différence fait peur et moi, elle me faisait peur au primaire. Donc, d'intimider à intimidateur, mais ça n'a pas nécessairement réglé ce mal de vivre ou réglé le problème en tant que tel. C'est sûr que, selon moi, le mal de vivre n'est pas en lien directement avec l'intimidation. Il peut y avoir plusieurs facteurs. Pour certains, c'est l'intimidation. Moi, ça l'a été d'ailleurs. Mais lorsque je suis arrivé au secondaire et que j'ai mis plusieurs masques, je ressentais toujours ce mal de vivre-là. C'est d'ailleurs pour ça que mon personnage principal, le dernier des immortels, Sios Sekes, lui a le mal de vivre. C'est constant et il cherche une façon de ne plus avoir ce mal de vivre-là. Moi, je dirais que je me lève tous les matins et je tente de me rappeler qu'est-ce que j'aime faire, ma passion, quels sont mes objectifs et mes rêves, et ça m'aide à continuer. Mais je ne crois pas pour ma part que je vais éradiquer le mal de vivre du jour au lendemain. Je suis encore à l'étape de me chercher.
Mais je me suis un peu trouvée dans l'écriture, c'est sûr. J'adore ce que je fais. J'adore la série Le Dernier des Immortels. Et quand j'écris sur Sios, qui a reçu de l'intimidation quand il est jeune, qui a le mal de vivre, qui est différent, bien, ça me rappelle ce que j'ai vécu et on dirait que je vois d'autres côtés, d'autres facettes à la médaille. Donc, et le fait d'avoir canalisé cette énergie-là à travers un personnage, à travers cette série de livres-là qui est destinée aux adolescents et de donner des conférences aussi. Est-ce que, Samuel, tu reçois des confidences de la part de jeunes qui vivent la même chose, qui ont vécu la même chose? J'ai vécu vraiment, lors de des conférences, des choses exceptionnelles et magiques. J'ai un jeune élève, je me rappelle, qui s'est levé en pleine conférence et qui est allé s'excuser à une personne qui intimidait. Le professeur, elle a dit qu'elle n'avait jamais vu ça. Donc, en pleine conférence, qui se lève devant tous les élèves, j'en revenais pas. Parfois, sur les médias sociaux, je reçois des confidences. Lorsque je les trouve trop dangereux, je les réfère à des psychologues ou à des gens de mon entourage que je connais qui sont des professionnels de la question. Parce que moi, je suis un jeune de 21 ans qui a été intimidé, qui écrit des livres, mais qui n'est pas un professionnel de cette question-là. Donc, je préfère tout le temps les référer. S'ils veulent seulement être écoutés, et bon, on peut dialoguer ensemble. Je reçois beaucoup de confidences et j'en suis heureux parce que je crois que je peux les comprendre. Est-ce que je peux les aider à 100 %? Je ne penserais pas. C'est pour ça qu'il est important de faire sa part des choses et de dire, je ne suis pas un professionnel, je te réfère à quelqu'un. Cela dit, j'adore faire les conférences, j'adore recevoir les confidences des jeunes et je pense que les jeunes se sentent en confiance avec moi. Qu'est-ce que tu penses pas nécessairement ce que tu penses, mais qu'est-ce que ça te fait vivre quand une histoire comme celle qu'on vient de vivre, là, qui bouleverse tout le monde, de Marjorie Raymond, toi, qu'est-ce que ça te fait vivre et qu'est-ce que tu en penses de ça? Bien, la première chose, ça a été un choc. Pourquoi ça a été un choc? Parce que, bon, l'histoire de Marjorie a été beaucoup médiatisée. Donc, lorsque je l'ai appris, c'était durant une discussion avec ma famille et mes amis qui ont été mon support. Donc, je l'ai appris comme ça. Et j'ai trouvé ça très triste parce que l'intimidation est un fléau au Québec. C'est quelque chose de très puissant. Et là, l'histoire... Partout, hein, au Canada. Exactement. C'est ça. Et là, l'histoire de Marjorie a été très, très médiatisée. Et j'ai pas envie que ça fasse comme un feu de paille, c'est-à-dire que, bon, ça brûle, le monde en parle et après, on oublie. Je crois que ça peut nous rappeler, justement, qu'il est important de faire de la prévention de l'intimidation. Encore une fois, j'ai pas la recette miracle, mais je veux changer les choses. Lorsque j'apprends qu'une jeune fille s'est suicidée alors que j'ai moi-même pensé au suicide, c'est sûr que je me dis, en tant que société, je trouve qu'on a manqué quelque chose. Il est arrivé quelque chose, on l'a manqué. Je ne dis pas que je vais changer le monde, mais au moins, je crois que je peux essayer de contribuer. En tant qu'intimidateur, intimidé, je pense que je peux faire ma marque, la laisser et essayer de trouver, bon, peut-être pas la solution complète, mais au moins une parcelle de la solution. En terminant, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux parents qui ont un jeune qui est peut-être victime d'intimidation ou qui est peut-être intimidateur? Bien, je dirais que je pense que tout part de l'écoute. Tout à l'heure, j'ai entendu d'ailleurs à cette émission-là, les repas en famille, la discussion et tout ça. Je crois que c'est très important. Moi, mon ambiance familiale, elle était magique. Les repas, c'était long et on discutait de tout ce qui nous arrivait à l'école. Sans ce support-là, je ne serais pas arrivé à écrire tous ces livres-là. Le Dernier Immortel, ça ne serait pas arrivé. Donc, j'irais supporter-les, qu'ils soient essayer de connaître votre enfant, qui il est, qu'est-ce qui le passionne et qu'est-ce qu'il vit à l'école. Je pense que tout part de là, de l'écoute et de l'ambiance familiale. Merci infiniment, Samuel. Bien, merci à vous. Merci.